Hello, je m'appelle Renan, je suis le CEO et cofondateur de OSS Ventures. Avant de co-créer OSS Ventures, j'ai fait deux trucs. Le premier, c'est que j'ai été dans les usines. Notamment, j'ai été patron de qualité, patron de supply chain et patron d'usine. Et ensuite, j'ai cofondé une start-up dans la HR Tech que j'ai eu la chance de faire croître et ensuite de revendre mes parts. Et après, j'ai créé OSS Venture, qui est un start-up studio dédié à l'industrie. Salut Ronan. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans What is Ops. C'est hyper cool d'avoir ta participation. Quelqu'un qui fait et des ops et des startups, qui lance des boîtes avec OSS. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Ronan, d'où tu viens et comment on en arrive à échanger? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Rapidement, moi depuis tout petit, je suis un nerd, je démontais un PC à 8 ans, enfin, ce genre de bail. Du coup, j'ai fait des études où j'ai fini mathématicien, sauf qu'il fallait que je repaye mes études, parce que j'avais été payé pendant mes études. Et là, j'ouvre Google et je mets fonctionnaire France mieux payé, parce que je n'ai pas une famille qui avait beaucoup d'argent. Et il y a marqué OCDE. Et en fait, parce qu'à l'OCDE, t'es fonctionnaire international, donc tu payes pas d'impôts. Du coup, je me suis pris de passion pour l'OCDE. Forcément. Et donc, je suis allé faire économiste à l'OCDE. Ok. Pendant 2 ans, et en fait j'ai pas du tout fait ça. En fait j'ai fait data scientist, parce que le projet que j'ai fait, c'est que je me suis un peu auto-missionné. Je suis allé voir mon boss et je lui ai dit il y a plein de sémantiques différentes dans toutes les données différentes de tous les instituts statistiques différents. D'accord. Je vais faire un code qui prend tous ces trucs et qui le met à la même sémantique, comme ça tu peux faire des études directement. Et donc je me suis auto-missionné là-dessus, j'ai fait ça, j'ai trouvé ça super marrant. Toi débarqué à l'OCDE, tu t'es dit en fait la fiche de poste, oui, elle est pas dingue, donc on va redrafter tout ça. Et j'ai eu la chance d'avoir un boss exceptionnel. De toute façon, moi j'ai eu toujours beaucoup de chance dans ma vie, donc j'ai eu un boss exceptionnel qui m'a laissé le faire. Donc j'ai fait ça, et puis il fallait 2 ans pour rembourser mes études. Et au bout d'1 an et demi, en fait, je me suis rendu compte que l'économie, les horizons à 30 ans, les papiers de recherche, le PhD, ça allait pas le faire. Parce que j'avais besoin un peu de concret, un peu de trucs, donc je me suis rendu compte que je m'étais gouré, quoi. Du coup, je me dis, bon, merde, je suis gouré, faudrait que je fasse des trucs réels, et je me dis, putain, mais en fait, le réel, c'est le business. Alors, je savais pas lire un bilan. J'avais jamais fait rien dans le business. Du coup, j'ouvre Google et je mets de nouveau. Ouais, bah c'est utile. Quand tu connais rien, c'est utile. Donc dans Google, je mets entreprise créer le plus de CEO dans le monde. Et il y a McKinsey & Company. Je savais pas ce que c'était que le consulting. D'accord. Pour se situer le mec à l'arrache. Donc je regarde sur Wikipédia, machin, c'est super. Et du coup, je mets un CV et les mecs me prennent. Et le premier pas mal. Sympa. Et le premier jour chez McKinsey, j'arrive, j'étais en pull. Là, je regarde autour de moi, je fais alright. Ok. Mais je suis hyper reconnaissant parce qu'en fait, ils m'ont tout appris. Enfin, tu vois, je suis arrivé, je savais pas lire un bilan et je mettais des pulls. Je suis sorti, je mettais un costume et je savais un peu mieux parler à des gens qui font du business. Super école, super valeur aussi. Alors, je sais que c'est pas trop le moment dans la presse, tout le monde dit. Mais moi, j'ai trouvé des gens avec des valeurs exceptionnelles. Et puis je suis tombé amoureux des usines. D'accord. Parce que je me suis retrouvé avec un boss qui bossait dans les usines. Ouais. Et du coup, j'ai fait une de missions dans les usines. En fait, ça marche un peu comme ça. Tu fais tes 4 premières missions dans les usines. Du coup, à chaque fois, les mecs, ils ont une mission dans les usines. Ils regardent la base de CV, ils font lui là. Et tu là, te retrouves un peu spécialisé exactement. malgré toi. Mais ça tombait bien parce que je suis tombé amoureux. Et en fait, je pense que je suis tombé amoureux des usines parce que quand t'es un vrai nerd, il y a 2 trucs intéressants dans la life. Ouais. C'est les usines et les boîtes de tech. Parce que c'est des systèmes ultra complexes. Ouais. Où t'es tout le temps en train de faire des trucs. C'est comme un jeu, tu sais, c'est comme SimCity quoi. Tu vois, tu construis, exactement. Tu bouges un truc à gauche, à droite. T'as un problème, tu ouvres un Excel direct. Tu fais des simulations et tout. Et puis en plus dans les usines, autant dans les boîtes de tech, tu manies des flux, des fois tu vois, c'est un peu virtuel. Ouais. Dans les usines, tu vois, t'as des trucs. J'imagine que t'es sur le très très concret, du coup. Ouais, et puis alors, parce que t'as une ligne de prod, t'as des gens et. alors, moi, le truc que j'aime bien aussi dans les usines, c'est que dans le nucléaire, t'as le concept de la demi-vie. Ouais. C'est t'as 50% de chance au bout de X temps. Et en fait, la demi-vie du bullshit dans une usine, c'est 6 minutes. Parce que tu vois, si t'as une super moment où il y a un type qui arrive. T'as une super idée. Tu dis les mecs, on va changer la machine, on va faire ainsi, et 6 minutes après, il n'y a plus rien qui marche. Et du coup, en vrai, ça donne des belles valeurs, parce qu'en fait, bah, tu vois, les bullshitters, très vite, voilà, ils sont plus là pour en parler. Les acteurs, comme on les appelle. Il reste des gens... Des gens qui font des choses. Ouais, c'est ça, et en fait, j'adore, j'ai trouvé ce monde-là, je suis toujours amoureux, c'était il y a
15 ans et je suis toujours tombé amoureux. Love story qui dure. Love story qui dure, et donc je suis parti de chez McKinsey, j'ai été recruté par Richemont, où j'ai fait pas mal de jobs, j'ai été patron d'une petite ligne de prod, patron de qualité, etc. J'ai fini, j'étais dans l'équipe qui était, t'avais une toute petite équipe qui était en gros les bras droits du COO. D'accord. Donc où t'as des missions, tu vends des boîtes, t'achètes des boîtes, t'es là, oh là, putain, il y a Swatch qui est en train de faire des trucs incroyables, t'es là avec t'es au Earning Coast de Richemont, t'es là avec ta petite cravate, avec Bloomberg qui regarde, enfin c'était génial, hein, c'était génial. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait un truc qu'il faut pas faire, ne le faites pas. J'ai fait un truc qu'il faut pas faire, j'ai levé le nez vers le haut et j'ai regardé, et au-dessus de moi, globalement, ils étaient très sympas, hein, et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais il y avait des gros boomers de 60 degrés qui disaient que la tech ça servait à rien. Moi pendant ce temps-là, je codais des trucs en open source avec Ubuntu et au Hackerspace de Neuchâtel, tu vois. Donc ils me disaient que le code, mais non, ça sert à rien et tout. Ça va nulle part. Ça va nulle part, t'avais un management pas mal à la papa, etc. Et je me suis dit, en fait, est-ce que je mets une pièce dans la machine, j'essaye de faire ça pendant 20 ans, poser la question, c'est d'y répondre. Et je me dis, ok, bon, j'ai gagné un peu de pognon, je prends mon pognon et j'essaie de monter une boîte. Donc j'ai monté une boîte avec 2 cofondateurs où on a fait plein de bêtises, une boîte de tech, pour donner des jobs aux gens qui n'en avaient pas. On a trouvé comment faire un algorithme qui te recommandait le bon job en fonction de tes biais cognitifs et de comment est-ce que tu penses. On est parti au Brésil. D'accord. Ça a plutôt commencé à cartonner. On avait à peu près la moitié qui ont eu CAC 40 qui a commencé à bosser avec nous. Ludo est un vendeur exceptionnel. On a eu la chance de découvrir l'écosystème de San Francisco parce qu'il y a Google qui s'est rapproché de nous. J'ai vendu mes shares en série B parce que la boîte devenait super grosse et tout, donc belle success story. Et chance, là ils sont retournés en France. D'accord. Donc ils sont toujours actifs, hein, en France, donc moi je les suis. Et du coup, bah, comme j'étais sorti de la boîte, tu vois, j'avais découvert le monde de la tech, de la start-up, j'avais fait tous ces trucs-là, et puis je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais? Et la réponse c'était, bah, je vais devenir investisseur dans les boîtes qui font de la tech pour l'industrie. Tu vois, le mec. Et du coup, on en arrive au moment où voilà. Ça fait depuis toujours que je suis un nerd. C'est ça. Et j'ai kiffé les usines. Et du coup, comme disait le poète et essayiste français Franck Ribéry, la roue tourne et la tournée. Exactement. Donc on arrive là, et je fais ce que je fais à peu près toujours, j'ouvre un Excel, je mets les 400 boîtes qui font de la tech dans l'industrie, les opérations que j'arrive à trouver, les startups, etc. Et littéralement je les appelle et je leur dis j'aimerais bien investir chez toi, faire des trucs, je sais pas. Et je fais 3 constats. Premier constat, c'est les boîtes mettent vachement de temps à trouver leur marché. Parce qu'en fait les usines c'est un monde assez fermé, c'est compliqué à comprendre, etc. Et donc la boîte moyenne elle met 2-3 ans à trouver son marché. C'est juste ça dans une startup nation. Le deuxième constat. Ouais, puis t'as le temps de mourir de nombreuses fois en 3 ans. Oui. Quand t'es une startup pré-product market fit. Exactement. Donc tu vois, cette lenteur, voilà. Le deuxième constat que je fais, c'est que t'as un problème de l'œuf et la poule. À savoir, t'as vraiment 2 typologies de boîtes. T'as la boîte qui a été lancée par quelqu'un qui était du manufacturing et qui dit j'ai une super idée, du coup il sait pas faire de tech. T'as la boîte de la nénette qui était dans la tech, et du coup il fait un truc mais ne sait pas ce que c'est que le manufacturing, et en fait elle tombe à côté. C'est compliqué. Voilà. C'est le deuxième constat. Et après le troisième constat tout simple, c'est le manufacturing, les opérations, tu l'appelles comme tu veux, c'est 20 à 25% du PIB selon comment tu comptes. C'est 0,7% des startups, donc en fait il y en a pas. Et donc, si tu mets les 3 trucs bout à bout, je te dis que ma carrière d'investisseur dans les boîtes qui font dans les opérations, globalement, bon. Comment te dire? Voilà. Et du coup, c'est comme ça que donc je fais ce que je fais quand j'ai des problèmes. J'appelle des gens beaucoup plus intelligents que moi. Et donc notamment un mec qui s'appelle Riley, qui est un Américain incroyable, un des premiers employés de Airbnb, etc. Et je l'appelle et je lui dis, donc je lui raconte un peu. Oui, l'industrie c'est énorme, il n'y a personne, tout ça. Gros marché, grosse croissance, il n'y a personne. Et donc, littéralement, il me dit, bon alors, le truc 1, c'est t'arrêtes de chouiner. Je crois qu'il m'a dit un truc du genre, t'es rentré en France depuis 3 semaines, tu commences déjà à chouiner. Ouais. Tu vois l'ambiance. Mais un bon mentor, en général, il est là pour... Ça fait autant mal que ça fait plaisir. Donc il me dit ça. Et deuxième, il me dit, bon attends, on refait. T'as un énorme marché, ouais. T'as BPI qui passe en avion comme ça et qui jette de l'argent si t'as une bonne... Oui. Et qui t'aide et qui aide l'écosystème. Oui.
T'as des ingénieurs qui sont 4 fois moins chers qu'à ASF et ils sont aussi bons. Eh ben tu vas les créer. Ouais. Ah, d'accord. Oui, bon, alors d'accord, mais sur un autre ton. Et du coup, ça c'était il y a 3 ans et demi. Je me suis rapproché de mes anciens potes de McKinsey qui avaient monté une boîte qui s'appelle OPO, qui sont des gens formidables, et qui avaient aussi ce côté industrie, tu vois, cette thèse. Et donc on s'est rapproché. 3 ans et demi, je me mets dans un placard et je me dis on va lancer 4 boîtes par an. Voilà. 3 ans et demi plus tard, on a lancé 15 boîtes. Il y a 8 séries A, on est dans 1080 usines. Et ce qui est presque, j'ai envie de dire, vu de ma fenêtre en tout cas, avec mon point de vue très biaisé sur toute cette situation, presque le truc que je trouve le plus stylé dans toute cette histoire. Il y a 15 boîtes qui sont sorties, il y a 8 séries A qui ont été faites. Bon, soit c'est des métriques qui parlent toutes seules pour nous dans la Startup Nation et dans, mais c'est les 1080 dans le milieu. Mais quand tu me dis je suis dans 1080 usines... 33 000 utilisateurs. Et bah, voilà. Et là, on arrive sur un truc, tu te dis, putain, il y a des boîtes qui... C'est un peu les vrais gens font de vraies choses, tu vois. Mais exactement. En fait, t'as un vrai aspect, et c'est très bien, tes premiers clients, quand c'est des boîtes de tech, t'as un aspect un peu Ponzi, où tu vois, les boîtes... on se refourgue les trucs entre nous, et au final, on monte des SaaS pour des SaaS. Et voilà. Maintenant, j'ai vu un truc, c'est un SaaS pour proliférer les SaaS. C'est quand t'as trop de SaaS, t'achètes un SaaS, pour enlever les SaaS. Bah oui. Parce qu'au final, tu as une problématique de suréquipement des boîtes tech et du coup, tu as... Ouais, mais bon, quand on arrive là, c'est peut-être le signe de la fin d'un cycle, tu vois. Et donc, donc on fait ça. Et donc, nous, notre modèle est assez simple. C'est que on accompagne les boîtes. Mais quand je dis on accompagne, c'est pas on est dans un canapé, on donne des conseils, tu vois. C'est faire les trucs avec les gens. Tu vois, on est 20, il y a des codeurs, des designers, on fait les trucs. On amène les idées. On amène les premiers clients, on fait un partenariat avec les fondateurs et les fondatrices qui prennent 75% de la boîte, nous on prend 25%, et on lâche la boîte quand ils font un demi-million d'ARR. Alors juste, j'interromps 2 secondes pour donner du contexte un petit peu, parce que tout le monde qui nous regarde sera pas forcément complètement au fait de ce dont on parle et des pratiques standards aussi de ce genre de milieu. Tu as déjà une idée dont tu as prévalider on a déjà 3 clients, généralement, la faisabilité, tu as déjà des clients sur le truc, là tu vas chercher des gens à l'extérieur, donc qui vont être des fondateurs, donc souvent ce qui se fait c'est un tech, un business, et avec ce package, tu gardes 25% de la boîte qui se crée, à savoir que le benchmark, tu dois mieux le connaître que moi, donc tu m'arrêtes si je dis une absurdité, mais en gros il navigue entre 35 et 50. Ouais, en gros c'est ça, on choisit de prendre moins parce qu'on veut les meilleurs fondateurs et les meilleures fondatrices, qu'on considère que c'est ça qu'est faire, et aussi parce que tu vois, aujourd'hui t'as des exa, t'as des founders, t'as des gens qui sont exceptionnellement bons à faire ça dans une autre verticale, hein. Ils sont pas dans l'industrie, je peux te le dire, mais eux ils prennent plus, mais aussi, tu vois, ils ont fait 3 licornes et tout, nous on commence à avoir des beaux résultats, mais on considère que c'est pas le truc qu'on veut faire parce que ça désincentive les fondateurs. Donc en gros, c'est ça qu'on fait, et je pense qu'on est là sur le canapé aujourd'hui parce que je suis un grand fanat de processus et d'opérations. Et en fait, même si je suis CEO et cofondateur, je dirais que j'ai une bonne moitié de mon temps. En fait, je suis CEO de la boîte. Et c'est exactement la raison pour laquelle on est assis sur le canapé aujourd'hui. Parce que du coup, déjà comment toi tu définis les opérations pour toi-même, pas quand tu dois parler à quelqu'un de l'extérieur, tu vois, mais qu'est-ce que ça représente pour toi et qu'est-ce qui te botte là-dedans? Moi j'ai un point de vue assez particulier sur les opérations, je pense, enfin particulier, c'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, mais juste parce que je viens d'un monde, je viens de l'industrie. En fait l'industrie ils ont inventé le lean, et donc t'as Toyota qui a inventé le lean, et en fait le lean, t'as plein de principes, mais t'en as un qui est hyper important, qui s'appelle le standard. Le standard, c'est pas un mec dans un canapé qui dit on va bosser comme ça, il envoie la gueule des gens. Le standard, c'est la meilleure façon connue d'arriver à nos résultats de façon répétable, fiable et sans faire de mal à l'organisation, y compris aux gens qui sont dedans. Et en fait, moi, la façon dont je définis les opérations et le rôle des opérations, c'est d'abord d'arriver à créer l'ensemble des standards qui font rouler la boîte. Et les standards, c'est pas que des trucs statiques, surtout pas que des trucs statiques. C'est des trucs qui sont en permanence versionnés pour dire comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer, qu'est-ce qu'on fait mieux, etc., etc. Et surtout, moi j'ai un vrai feeling, c'est quand tu vas dans une usine, c'est hyper facile de savoir les gens qui sont bons en ligne, en organisation. T'y vas, en fait t'as une mécanique hyper bien huilée. Tu vois, t'as les gens, ils savent d'où ils vont, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, les trucs, et c'est fluide, tu vois, t'as une fluidité, t'as pas des gens qui se demandent où c'est le bordel, qui disent hey, c'est qui a l'information de truc, c'est juste la belle mécanique, et ça roule.
Et en fait, arriver à mettre toute une organisation dans cet état de flow, c'est ça les opérations. Là, c'est extraordinaire ce que tu me dis, parce qu'il y a 2 jours, je discutais avec une personne qu'on mentionnera pas, mais qui est lead ops dans une boîte naissante. Donc il a hérité de ce rôle un petit peu sans savoir trop comment, post un stage de fin d'études, etc. Souvent un peu comme ça que ça se fait. Et justement, je lui parlais du Lean. Alors d'une façon un tout petit peu différente, mais moi ce que je vois dans le Lean de Toyota surtout, c'est cette notion de tu vas ajuster l'environnement autour des éléments qui sont les éléments cœur producteurs, donc à l'époque les humains, maintenant tu vas avoir des robots dans certaines configurations, etc. Mais pour maximiser et leur bien-être dans ce qu'ils font et leur capacité de throughput, comme on dit. Et du coup, je lui parlais du Lean et il me disait grosso modo qu'il avait jamais trop entendu parler de ça et que ça lui, qu'il voyait pas trop le rapport avec ce qu'il faisait, etc. Et du coup, moi très prétentieusement, tu vois, parce que il faut se dire, il faut être honnête avec ça même. Je lui disais, écoute, tu devrais lire sur le sujet, te renseigner, parce que tu vis sur les épaules de ces gens-là. Tu vois, donc la référence me parle et j'adore. Et du coup, ça, c'est ce qui t'éclate dans les ops. C'est de te dire, dans une boîte, peu importe que ça soit de l'industrie, ou autre chose, cette capacité à ce que ça soit fluide, à ce que ça roule. Et globalement, c'est un peu même des notions de product, d'ailleurs, quand on y réfléchit, de frictionless, etc. Des disciplines qui se ressemblent beaucoup plus que ce qu'on s'entend raconter de manière générale. Et tu vois, sur ce que tu disais sur le Lean, j'ai eu la chance de visiter quelques usines au Japon, j'ai eu la chance de voir Toyota, comment ils font. Et t'as plein de process, plein de trucs, mais il y a vraiment un truc qui est fondamental, c'est de dire, t'as le système, qui est la dernière version de comment tu fais, et t'as l'amélioration du système. Et en fait, quand t'atteins l'état de fluidité sur l'amélioration en continu du système, c'est non seulement ton système il est bon, mais s'il y a des chocs, des changements, des trucs qui vont changer, etc., tu sais que le système va être mis à jour par des gens qui sont empowered, qui savent ce qu'il faut faire, etc. Et quand ton système roule, t'es bien. Mais alors quand l'amélioration de ton système roule, alors là... tu commences à atteindre un espèce de state of the art dans ce que tu fais. Et je pense qu'il y a un certain nombre de patrons de boîtes qui, quand ils t'écouteront sur cette vidéo, vont se dire soit ils vont se sentir beaucoup mieux vis-à-vis d'eux-mêmes, soit ils vont se dire... Il faut beaucoup d'humilité, c'est une quête, personne n'y est, même les mecs de Toyota te disent c'est une quête sans cesse renouvelée, etc. Mais par contre, moi ce que je trouve très beau dans les ops, c'est que quand c'est bien fait, en fait, tu arrives à créer un système qui est d'une efficacité et d'une résilience qui est absolue, et tu arrives à faire un truc dont tu sais que même si ça change, ce sera toujours bien. Et en fait, tous les chiffres, les métriques et tout, c'est des conséquences. Des conséquences de ce truc-là. Pour te donner un exemple chez OSS, ça étonne beaucoup les gens quand je dis ça. Je fais pas les idées de nouvelles boîtes. Il y a personne chez OSS qui fait les idées de nouvelles boîtes. Parce qu'on a un process. Et toutes les semaines, on fait 1 à 3 visites d'usine. Mes équipes font 1 à 3 visites d'usine. Dans ces 1 à 3 visites d'usine, ils collectent les pain points, la taille des budgets pour les pain points, les trucs qui sont déjà corrélés à des solutions existantes ou pas existantes, etc. etc. Aujourd'hui, on a 860 usines dans la database. Toutes ces données, elles sont moulinées, et quand il y a un pain point qui est vrai dans plus de 40% des usines, ça devient une opportunité de boîte. Les opportunités de boîte, elles sont montrées aux founders, et les founders, ils disent je veux bosser sur ça. Et donc moi, tu vois, je sais pas quelle boîte on va lancer. Attends. Et tu vois, je pense que, et c'est pour ça que moi personnellement j'aime bien les vibes chez OSS et que j'aime bien échanger avec toi, c'est parce que y a un maximum de gens que ça ferait méta flipper, je pense. Quelque part tu lâches un peu du contrôle, tu vois, tout du moins t'as le sentiment de lâcher du contrôle, alors qu'en fait c'est juste que tu as décalé ton point de maîtrise un peu plus haut dans la chaîne, et c'est le moment où you trust the process. Je pense qu'il y a des trucs hyper importants, c'est par exemple les indicateurs de process et pas de résultats. Tu vois, par exemple, quand on lance les boîtes, qu'on fait les boîtes, etc., on fait des itérations. Donc on fait des itérations toutes les semaines. Donc les itérations, c'est de dire, on avait ce problème, on a vu 10 personnes qui étaient potentiels clients, les 10 nous ont dit que c'était de la merde. Et du coup, faut changer d'idée. Est-ce que c'est pas le propre d'une V1 produit, ça? Oui. Et du coup, faut changer d'idée. Et du coup, voilà notre nouvelle hypothèse de comment on va faire l'idée. Ok. Et nous, c'est tous les lundis qu'on a ces process-là, le process produit. Et en fait, quand j'arrive
et que t'as les product managers qui disent ben voilà, c'était ça notre hypothèse, voilà pourquoi c'était pas bon, voilà ce qu'on a appris, voilà la nouvelle hypothèse, on va faire 10 interviews de plus et voilà la V2. Je leur dis putain bravo. Et en fait parce que tu félicites le process, parce que ça a été vite, on a vite killé un truc qui aurait pu nous prendre 6 mois, on aurait tous perdu notre temps. On a suffisamment d'infos pour savoir que c'était une mauvaise idée et qu'il faut pivoter. Et on a appris des trucs qui fait que la prochaine fois on sera meilleur. Ah mais c'est... Vu de ma fenêtre, c'est un peu ce à quoi on devrait tous aspirer dans nos jobs. Ouais. C'est ce qui est une des raisons pour lesquelles moi j'aime ce qu'on fait et j'aime ces disciplines-là, qui est de se dire, c'est pas pour se mettre en avant et pour dire ah bah c'est moi qui ai créé tel process qui dit qu'un tel doit s'asseoir comme ça sur sa chaise, etc. C'est parce que tu passes, quand tu as fini ton passage, tout le monde est globalement plus heureux, plus efficace et la boîte tourne mieux. C'est des jobs de l'ombre et c'est des trucs qui sont hyper rewardful, enfin en tout cas dans la conception que moi j'en ai, parce que tu observes les conséquences directes de ce que tu fais, plutôt que d'avoir une vanity metrics sur un dashboard qui met ton nom en haut d'un tableau, tu vois, enfin c'est... On se comprend. Trop cool. Et du coup là, bah déjà merci beaucoup parce que hyper construit et gros effort de vulgarisation, d'explication, etc. Et ça permet de bridger sur ma prochaine question de manière formidable. C'est donc sur ta casquette de COO, sur ta casquette d'Ops, comment t'expliques ça à tonton Robert au repas de Noël une fois par an, tu vois, parce que moi c'est un truc avec lequel j'ai struggle un certain nombre de fois. Ce que je dis à tonton Robert, c'est et nous qu'on fait les procédures. Ça perd beaucoup de la beauté du truc. Et les gens ils comprennent. Ils comprennent. Vraiment la procédure, tu vois. Et, voilà. Et du coup ça te donne la réputation du contremaître. C'est ça, du contremaître méchant et chiant. Exactement. Mais au moins ça donne une forme de visibilité. Trop savoir s'adapter. S'adapter à son audience. Ça c'est un truc que t'as appris dans le VC plutôt que... Je sais même pas si je l'ai appris, donc tu vois. Du coup là, si on avance un petit peu, confronté à plein d'usines, confronté à plein de nouvelles boîtes du coup que tu lances, là une quinzaine qui sont sorties de terre, bon, te connaissant, il doit y en avoir un certain nombre dans les tuyaux qui sont... elles ont juste pas encore pignon sur rue, mais elles arrivent. Moi ce qui m'intéresse c'est de me dire, est-ce qu'il y a déjà une fois où tu as vu une boîte, ou alors où tu as construit une boîte, et où avec le recul, tu te dis, bah franchement d'un point de vue Ops, sur tel et tel sujet, on était où on est actuellement, significativement au-dessus du niveau moyen de ce qui se fait dans les boîtes. Bah ouais, j'en ai un qui est marrant, c'est Mercateam. Donc Mercateam c'est pour le Mercato et la team. Donc Mercateam il y a 2 ans, un peu plus, on voit qu'il y a un problème dans la gestion de la compétence, de la carrière et du planning d'école bleue. En gros, t'as une usine, t'as 800 bonhommes, qui sait opérer quelle machine, qui a les habilitations électriques pour aller travailler là-dessus, et comment tu fais le planning sur les 800 mètres. Et donc on bosse avec eux, on se fait 4-5 usines, le truc marche bien, voire cartonne, et ils sortent d'OSS, et les 2 fondateurs, Kevin et Adrien, je salue, ils lèvent des fonds avec Isaïe. Juliette, très bonne VC, n'hésitez pas à la contacter. Et donc, tu vois, ils commencent à vraiment faire scaler le modèle. En faisant scaler le modèle, ils se rendent compte que, en gros, dans le modèle, t'as l'abonnement par an, qui est pas mal, et les usines sont prêtes à mettre 10-15 000 balles de ce qu'on appelle les setup fees, c'est-à-dire le coût d'implémentation. Je viens implémenter chez Watt. Du coup, ils font un Excel, ils disent, bon, 15K, ça me fait tant de jours. Ah, vas-y, on marge un peu. Bon bah ça fait tant de jours. Et bon bah il faut tant de jours pour implémenter un site de X. Et en fait c'est marrant parce que comme ils avaient jamais bossé dans ce truc là, ils avaient pas de barrière mentale. Ils ont dit bon bah c'est X jours quoi. Tu vois, t'as pas le choix. Et du coup, comme ils n'avaient pas le choix, ils font un process de X jours ultra militaire. À tel moment tu me files les données, à tel moment je fais ça, à tel moment je te forme, tel moment machin, tac. Vraiment le truc. Et en 3 semaines, je t'intègre à un site de 800 personnes. Tu vois, là ils ont fait, c'est public donc je peux le dire, ils ont implémenté La Redoute, 3000 personnes en quelques semaines. Et 3000 personnes, tous les jours, il y a un algo qui fait le planning de 3000 dudes, tu vois. Et donc on fait ça, on est content. Et à un moment, on fait un truc et puis je crois qu'ils sont en concurrence contre une grosse boîte et on regarde et les setup fees c'était 60 000. Mais t'es pas sérieux. Et on dit au client mais quoi? Et ils disent bah ouais c'est standard d'industrie. Ah bon. Bah, du coup on va dire 50 hein. Histoire.
Non, et maintenant, c'est devenu un... Mais tu vois, et en fait, incroyable. c'est une boîte de 30 personnes, ils ont déployé 200 usines en 2 ans. Incroyable. On nous a dit, c'est 15K. Bah, c'est 15K. Donc, voilà. Et là, clairement, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une machine d'intégration. Qui quand même. Et les mecs en face, tu vois, solide. c'était pas des idiots, tu vois, c'était des Accenture, enfin des mecs sérieux. Mais tu vois, ceinture, bretelle, machin, pignon. Et en fait, on s'est rendu compte que, ouais, là pour le coup, tu vois, t'es un peu hors benchmark sur ces trucs-là. Mais je pense qu'aussi qu'il y a vraiment beaucoup de place pour faire des step change sur les ops quand c'est bien fait. Mais vraiment, je pense que c'est un des endroits, tout le monde parle de la tech, on peut faire x10, bah les ops on peut faire x10 aussi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois, il y a plein de sujets très ops. On parlait de déploiement dans une usine, on peut parler de disciplines qui sont émergentes, qui font du sales ops, marketing ops, etc. Qui sont en fait, comment est-ce que je viens rationaliser un petit peu et huiler les gonds pour des actions business. Et il y a quasiment zéro benchmark la plupart du temps. Ma théorie, c'est qu'en fait, on a commencé par appeler Ops des trucs très physiques, genre dans les Uber et les compagnies. Et en fait, maintenant, les Ops, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue, ça fait 20 ans que ça existe dans les usines. Hein. Et c'est juste dans tous les aspects du boulot, t'as des standards, t'améliores tes standards et tu bosses mieux. Mais alors, tu sais que ça, en plus, c'est magnifique parce qu'il y a une retente de perche extraordinaire. C'est pas préparé. Mais du coup, oui, retente de perche, c'est que il y a une question que j'aime bien poser, moi, souvent aux jeunes ops, tu vois. Pas pour me moquer d'eux, parce que c'est jamais le but, mais je leur demande souvent, est-ce que les ops, pour toi, c'est une discipline nouvelle, émergente, et du coup assez mal connue, ou est-ce que c'est un truc, encore un de ces trucs que nous, start-upers, on s'est approprié, on a rebrandé, et on a changé le nom, et on a dit qu'on allait faire un truc nouveau, tu vois. Eh ben, ils sont extrêmement nombreux à me dire que c'est une discipline. Tu sais qu'il y a un mec qui est exceptionnel dans l'écosystème là-dessus, c'est le PDG de Conto. Oui. CEO de Conto. Et le mec, il a recruté des mecs, je crois, de Toyota ou de l'auto. Ils font du continuous improvement et t'as les devs qui mettent des post-it d'amélioration dans le standard tous les matins. Quoi. C'est ça, mais... Et quelque part, enfin, j'ai envie de dire, c'est presque le moment où ça devient fluide. Tu vois, c'est-à-dire que c'est le moment où il n'y a pas cette espèce de truc de je veux être disruptif, je veux casser, etc. Parce que même quand d'ailleurs on parle de process, une bonne modification au niveau d'un process, elle n'est pas disruptive. Elle est potentiellement disruptive sur l'output parce que il va 10x ou alors la qualité va s'améliorer dans des proportions démesurées. Mais par contre, au niveau de la personne qui performe, ou de la machine d'ailleurs, qui performe la tâche, c'est pas disruptif. Parce que quand c'est disruptif, ça casse. et ça, je pense que c'est un truc pareil qui est hyper important, qui est mal véhiculé en plus comme notion. Parce que c'est pas ça qui est mis en avant. On ne dit pas que c'est quand tu fais fois 1,1 sur la productivité de une personne et que tu multiplies ça par 1000 que tu fais ton 10x. On te dit que tu fais un 10x parce que tu as cassé un marché. Ouais, mais je pense qu'on va y arriver aussi. On est dans un cycle, un moment de start-up où tu peux plus brûler du cash comme un idiot. Il faut que tu aies des bonnes unités économiques, c'est que tu as le droit d'avoir des modèles penchés en avant, donc tu burns mais pour faire de la croissance, mais il faut que cette croissance soit profitable. Et en fait, je pense qu'on revient à des trucs où en fait on revient à des fondamentaux d'organisation efficiente en fait. Et je pense que c'est plutôt très bien. Mais vu de ma fenêtre, c'est une excellente chose. Parce que bah, t'ouvres le boulevard, donc allons-y, engouffrons-nous. Je serais intéressé d'avoir un petit peu ton feedback sur les modèles, on va dire. Allez, on va utiliser le mot sympa et trendy, blitzscaling. Alors, je pense pas forcément à un Uber, tu vois, qui était peut-être en avance sur son temps sur ce genre de sujet. Et donc, du coup tu as des coûts opérationnels qui sont venus s'incrémenter dessus. Mais je pense je vais en venir, les Getir, les Gorillaz, feedback comme ça, à brûle pour point. En fait, le truc hyper intéressant sur les Getir, les Gorillaz, etc., c'est que il y avait beaucoup d'ops et le modèle n'avait pas encore trouvé son équation économique. Mais par contre, la demande, elle est débile. Demain, tu ouvres un acteur, tu fais le machin, tu fais 3 trucs de marketing, les gens achètent. Ouais. En fait, quand t'as pas de problème de demande, les VC et la tech, quand t'as pas de problème de demande, tu fais sauf que, quand t'as du physique, des fois, en fait, t'as une demande non satisfaite parce qu'elle est pas satisfaisable. Ouais. Parce que ça coûte trop cher. Et du coup, en fait, le truc qui vient vraiment des boîtes de tech de dire we will solve unit economics at some point,
Bah en fait, peut-être qu'il y a certains modèles où c'est pas possible, quoi. Tu vois, c'est juste pas Mais possible. c'est un peu ma question dans la question, tu vois, c'est le fameux, en fait, on a passé une dizaine d'années à essayer de recréer, très concrètement, enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, des Google, des Facebook, des machines qui, ça peut burn au départ, et encore, on pourrait en discuter longtemps parce que Google et Facebook, c'est pas non plus tant de burn que ça avant de Amazon non générer plus, du revenu. Amazon non plus, alors que c'est une boîte ops. alors que c'est une boîte. Mais et on va pouvoir bridger juste après. Ceci étant dit, on essaye de répliquer ces modèles sur un truc où en fait l'inventaire est fini déjà et où en plus chaque unité de revenu que tu viens rajouter te coûte du pognon à servir, à adresser, hein, j'entends. C'est-à-dire que, parce que souvent on se dit, ok, tu fais rentrer sur un Facebook, tu fais rentrer l'utilisateur. L'utilisateur, tant qu'il est actif sur le réseau, il coûte rien. Concrètement, sur le il ne fait SaaS, que rapporter du pognon. Là, on est sur des modèles où l'utilisateur, à chaque fois qu'il revient, quand il revient, et que tu n'as pas besoin de lui donner faut une refaire un incentive truc, marketing, faut reperformer le service, et de reperformer le service, tu as une baseline cost, comme on dit dans le milieu, qui est toujours présente. Bah, je pense que quand tu regardes l'ensemble de l'économie, je pense qu'il y a beaucoup de place pour faire du meilleur service avec plus de marge. Vraiment beaucoup de place. Je te prends un exemple SuperOps, parce que tout le monde parle des startups, machin. Petit bateau, ils ont lancé un service de basse body as a service. T'as un bébé, tu files 20 balles par mois, et il te file un body 0,3 mois, et quand ton bébé il a 3 mois, il te file un body 3,6 mois, et tu renvoies le body 0,3 mois. Sauf que en fait, au bout de la 3e ou 4e fois, c'est plus que de la marge. Bien sûr. Alors que c'est ultra physique. Donc faut t'emmerder, t'as de la logistique inversée, etc. Mais globalement, t'as quand même des business à très haute marge, au-dessus de trucs très physiques, etc. Donc il y a de la place pour augmenter la marge et faire des trucs plus smart, et accessoirement, quand tu passes sur l'usage, ça arrête de faire exploser la planète, donc c'est pas mal. Mais après, est-ce que l'économie, ça va être que des business à marge à 80%? Non. Non. Euh, et quand tu regardes aujourd'hui, hein, la part du PIB mondial qui est prise par des business comme ça, tu vois, c'est assez faible. Enfin, tu vois, l'ensemble du marché du software, c'est moins de 400 milliards dans le monde. Ça paraît énorme, en fait assez peu. Et du coup, je pense que on va avoir une hybridation avec de la tech et des ops un peu new age, un peu tu vois, très automatisé, très tech, etc., qui va augmenter la marge. On va avoir des modèles un peu hybrides à la petit bateau, tu vois, Michelin qui fait des pneus, qui met des puces dedans et qui vend des kilomètres au lieu de vendre des pneus. Et du coup, ils font moins de pneus. Extraordinaire en plus. Ils vendent moins de pneus, ils font plus de marge. Et quand ils font des pneus, leur objectif c'est qu'ils durent beaucoup plus longtemps, alors qu'avant, l'objectif c'était que le mec vende le pneu d'après. Je pense qu'on va vers un monde où il peut y avoir plus de marge et tu vas avoir des hybridations. Mais après, les modèles entre guillemets purs, où t'as 3 mecs dans un placard, ils inventent Google, et t'as des effets de réseau, tu regardes et t'imprimes de l'argent. Ouais, il y en aura des nouveaux. Il y en aura, mais ils sont plus rares que ce qu'on pense. Ouais, et puis, enfin, ça fait pas une économie. Ça fait pas une économie. Ça fait pas une économie. Je remarque que les plus grosses créations de valeur du monde, tu as eu la phase Google, Facebook et compagnie, mais là on est dans la phase Amazon, Tesla, SpaceX. 3 boîtes où il y a un peu d'ops. Je me suis laissé. Tesla, Amazon, SpaceX. Certes, t'as de la tech qui rend des trucs exponentiels, de la rétention de clients, de réutilisation de hardware dans le cas de SpaceX, dans le cas de Tesla, t'as une avance technologique sur le software defined vehicle, etc. Ok, t'as tout ça et t'as beaucoup d'ops. Et quand tu regardes, il y a un bouquin qui s'appelle The Everything Store, qui est le bouquin sur l'histoire d'Amazon un petit peu, qui est exceptionnel, qu'on recommande du coup à tout le monde, je pense, et qui mentionne 2-3 éléments sur la culture Ops Amazon et sur les fameuses anecdotes de Bezos qui passent dans les warehouses avec les mecs, les gestionnaires des entrepôts qui sont comme ça, parce que si le truc n'est pas au cordeau millimétré, machin, etc., et parce que le cœur de son business, c'est ça en réalité. J'ai des anecdotes, tu vois, on a investi dans la boîte de Luc Leroy, qui est l'ancien numéro 13 de Tesla. Et qui était le patron de Tesla Fremont quand le truc sortait pas une bagnole. Et tu vois, lui il s'est pris des reviews par Elon Musk pendant 5 heures. 5 heures sur la ligne de production, aller dans tous les détails techniques, de où est-ce que tu en es sur chaque détail technique et où est-ce que c'est quoi le plan pour que, etc. Il se prenait ça entre 22h et 3h du matin parce que derrière il allait voir SpaceX, l'ami Elon.
Ça, c'est des ops, tu vois. Ouais, Ça, ouais, c'est des ops. tu commences à Alors, rentrer dans des le trucs. côté, le faire, une atmosphère bien heureuse, bienveillante, moins. Mais le côté efficacité, ouais. Ouais, non, mais t'as ce truc. Bah, après, bien sûr, hein, on n'est pas méchant de manière générale et on prône le fait d'être bienveillant, le fait de pas, enfin, ça se fait pas d'aller agresser un salarié, etc. Donc il n'y a pas de sujet. Mais par contre, là, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en fait, on parle de deux founders, CEO, puisque bon, bah, Musk encore aujourd'hui, Bezos jusqu'à très récemment, qui sont deux CEO fondateurs de ce qui est considéré comme des valeurs tech, qui sont en fait des boîtes d'ops. Des boîtes d'ops et des boîtes où le CEO descend dans un niveau d'organisation ops où en fait le chef des ops c'est lui. Dans les prochaines, tu vois, si j'avais à dire peut-être une des boîtes qui vaudra autant que Amazon, t'as Figure, qui est une boîte aux US que peu de gens connaissent, qui est en train de faire un General Purpose Humanoid Robot. D'accord. Un peu dans le style Boston Dynamics. Alors, un peu différent parce que là c'est un General Purpose, ça veut dire qu'il apprend. Donc tu lui dis va chercher un truc dans le tiroir. Ils sont partis mettre une IA dedans. Ils ont une IA, des LLM, des caméras, et le truc, il ouvre le tiroir, il prend le truc et il te l'apporte. Et en fait, c'est pour essayer de remplacer une grande part des workers physiques dans le monde et de faire tous ces trucs, etc. Le CEO, il est sur le shop floor tous les jours à régler des problèmes tech ops. Et il fait que ça. Parce que sinon sa boîte elle tourne pas. Parce que c'est ça. Mais en fait, je pense que ce niveau de rentrer dans le détail et d'excellence dans le fait de faire ça et la tech, c'est un truc aussi qui est malheureusement dans l'écosystème européen. Quand tu regardes le total qui a été investi et le nombre de licornes, on est 4 fois moins bon que les US et 6 fois moins bon que les Israéliens. Et en fait, là aussi j'ai une théorie. Là aussi on la veut. En fait, je pense qu'on a plein de trucs qui sont bons dans l'écosystème. Un truc qui est moins bon, c'est que comme on a eu la royauté, etc., les fondateurs très techniques qui vont dans le détail sont considérés comme pas assez managériaux, pas assez leadership ou je sais pas quoi. Mais d'ailleurs, et là ça me permet de bridger sur une question qui est un truc qui moi me taraude parce que moi j'en discute avec les boîtes avec lesquelles on bosse, dans mes expériences passées. En gros, comment on s'explique, et il y a un début de réponse dans ton hypothèse, que tu vas aux US, en Israël, c'est le cas aussi, tu as d'autres écosystèmes un peu plus petits dans lesquels c'est le cas aussi, tu as énormément de founders techniques. C'est-à-dire que tu as des founders techniques qui sont des ingénieurs ou des PhD, que ça soit en robotique, en mécanique, en ingénierie software évidemment, qui sont tout en haut des boîtes et qui restent tout en haut des boîtes pendant un certain temps. Là où en France, bah, c'est pas trop le cas. En France, on sort beaucoup de boîtes où à la tête, la personne, en général, elle sort d'école de commerce. Ouais. Déjà, quand tu regardes la répartition, les ingénieurs français sont adorés. Tu vois, SF, ça parle français à beaucoup d'étages techniques. Je pense que c'est tout un truc d'écosystème pour le coup. Et ça va avec un des trucs qui est cher à mon cœur, c'est la désindustrialisation. Tu vois, la Silicon Valley, le premier mot, c'est silicone. Et c'est silicone parce qu'il y avait des usines. Mais parce que c'est le berceau des processeurs et des microprocesseurs et qui vois, sont les premières grosses boîtes qui sont sorties dans... Et tu vois, en vrai, le Minitel, la Cyber, etc., c'était à Lannion, en Bretagne. Du coup, notre Silicon Valley, elle aurait peut-être dû être en Bretagne parce que c'est là qu'il y avait les techs. Et au lieu de ça, on a plutôt un écosystème qui a été fait là où il y a on va dire la finance, la gouvernance, le truc comme ça. Et en fait, il en faut, c'est très important. En revanche, la rencontre avec cette tech se fait pas. Je suis très optimiste pour la suite de l'écosystème parce que je remarque que là, en ce moment, surtout sur le hardware, les startups industrielles, etc., il y a des projets qui sont en train de se lancer qui sont absolument magnifiques. Je vois passer des projets canons. Non, mais il y a que ça soit de... Alors, je suis désolé, j'arrive pas à me remettre le nom de la boîte, mais il me semble que vous bossez avec, ou vous envisagez de bosser avec, boîte de scooter. Ouais, on bosse avec, on a investi. Ça y est, c'est fait. On a investi, ça y est, c'est fait. Merci. Tu vois, Mobayan, t'as un founder, donc c'est quand même le mec qui a fait Hello Resto, donc je peux te dire qu'il a pas trop de problèmes d'argent. Mais il se dit, prochaine boîte, je fais un vrai truc, et je fais un vrai truc pour l'environnement, et du coup, le mec se dit, ok, mobilité, je vais faire des scooters, sauf que ces scooters, ils sont infiniment réparables. Et donc le mec achète 200 scooters chinois, il les file à 200 livreurs à l'Oresto, et il leur dit, je te les file gratos. Par contre, à chaque fois qu'ils cassent, tu me les files, je le répare, je te le refile. Et du coup, le mec passe 2 ans à réingénierer chaque pièce des scooters pour pouvoir les réparer à l'infini. Donc t'imagines déjà... Mais le niveau de...
le niveau de... Alors certains diront d'obsession... Ouais, t'as un petit côté mais extérieur, mais il le faut pour être mais dans le bon entrepreneur, sens du terme, Ouais. dans le bon sens du terme, parce que obsession avec le problème, obsession avec la Ouais. valeur créée... Et tu vois, donc ce founder, il fait ça. Et en fait, donc là, il a repris une usine à 1 euro à la barre du tribunal qui faisait des armoires pour les dossiers. Il a repris la moitié des emplois. Donc le mec a racheté une usine en toute détente. Tu visites l'usine, tu passes 3 heures dans l'usine, il t'explique tout. Et il est capable dans le produit de démonter, remonter le scooter lui-même et d'aller dans un niveau de détail incroyable. Il est en train de discuter, je touche du bois, avec une très grande marque leader européenne du scooter à la demande. Tu avais le product manager en face de lui, qui était le product manager technique, sur le sujet du scooter. Ils ont passé 6 heures à désosser toutes les specs, une par une, et tu avais le mec qui apprenait des trucs à ce mec-là. Qui avait fait des scooters pendant 3 ans dans une usine. Et en fait, je pense que vraiment, t'as un côté... Alors, mais moi, c'est peut-être aussi mon côté nerd, tu vois, mais je pense que le futur va vraiment à un niveau de rentrée dans le détail de ton modèle et des opérations qui est sans commune mesure avec, tu vois, tu regardes de loin et tu regardes ça. Ça, c'est... Ah, puis surtout qu'on voit en plus les boîtes qui font du software qui se lancent sur des... désolé pour les gens qui montent des boîtes qui font du software, hein, mais qui se lancent à leur modulo, celle qu'on lance chez OSS, qui s'attaquent à des... Bah non, mais il faut... Une des raisons pour lesquelles j'aime bien les vibes qu'il y a ici, c'est parce que c'est des boîtes qui s'attaquent à des vrais problèmes. Enfin, tu vois, quand on bah ouais, mais quand on parle de Mercatim, on parle de... les gens avaient... Enfin, les directeurs d'usine avaient la flemme de payer un Gmail à leurs employés, et du coup, on avait un sujet de synchronisation des agendas, des machins, des trucs, des bidules. Enfin, c'est très concret. C'est très concret, il y a des vrais gens, il y a un vrai output derrière. Et on a de plus en plus de boîtes de software qui se montent sur des marchés de plus en plus petits. Et sur des problèmes de plus en plus petits. Ouais. C'est ce que moi j'appelle l'hyper spécialisation du software. Je pense qu'il y a une fatigue aussi. Qui est, à mon sens en tout cas, symptomatique d'une partie très spécifique des cycles. Où on commence à s'intéresser à des trucs de plus en plus petits, la tâche qui est derrière collée contre le mur. Ouais, bah très clairement. Enfin, je pense qu'il y a encore probablement plein d'argent à faire et plein de belles boîtes à faire et de résoudre des problèmes des utilisateurs à faire dans ces trucs-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, au moins dans les usines, tu peux pas emmerder par la compétition. Hein, je veux dire que... Non. bah non, parce que t'as quand même de sérieuses chances que vu que ton bullshit timer il arrive à expiration assez rapidement, quand t'arrives plein de bonne volonté, machin, etc., t'as quand même de sérieuses chances de te faire call out assez rapidement. La réalité, c'est que avant d'avoir les 800 usines en database et d'avoir lancé les boîtes, etc., la réalité, c'est que tu connais pas grand-chose. Oui. Ni tu comprends vraiment quels sont leurs problèmes et pourquoi c'est des problèmes. Du coup, tu arrives en leur disant, bon, je vais résoudre tes problèmes. Puis tu te regardes, tu fais, bon, t'es mignon. Oui, c'est vrai. T'as 6 minutes. C'est ça. T'as 6 minutes. Ah là là, je te jure. Attends, on pourrait y rester longtemps. Hein. Du coup, je vais avancer. Le dernier point que j'aime bien aborder, et je pense qu'avec toi, on a des sujets extraordinaires à couvrir là-dessus, c'est sur des gros challenges d'ops que tu observes, que ça soit dans les usines, chez OSS, dans les boîtes que vous lancez. Comment tu lis un peu tout ça? Je pense qu'il y a un gros sujet. Moi, je mets ça dans les ops, alors peut-être que d'autres ne les mettraient pas, mais c'est les revenus ops, dans ce qu'on appelle nous le growth into account. Je te donne une stat. Aujourd'hui, on est dans 1080 usines. On pourrait multiplier notre revenu par 17 si on déployait toutes les usines des logos qui ont déjà déployé au moins une des solutions. Ok. En gros, très concrètement, ça veut dire que tu es dans des usines Bosch. Disons que tu es dans 10 usines Bosch et que Bosch a 500 usines en Europe. Précisément. Juste en passant de ces 10 usines au niveau du groupe, exactement, tu multiplies les revenus des boîtes lancées chez OSS par 17. Juste sur les logos aussi. Et du coup, en fait, t'as un vrai challenge là-dessus. Et en fait, pour moi, c'est des ops. Pourquoi c'est des ops? Parce que je suis assez convaincu que le sales signe ta première usine, mais le customer success et l'operation manager signent les 500 d'après. Et ça se voit pas dans les ratios financiers. Donc c'est un vrai challenge ops. On est en train d'apprendre aussi sur des discours beaucoup plus C-level et même des approches product. En fait, ton produit, tu
Tu vois, idéalement, il faut qu'il réponde à une question simple qui est si je mets le produit d'OSS dans mes 500 usines, j'ai pas 500 fois l'impact que j'ai fait sur une usine, Oui. j'ai 4000 fois. Et pourquoi Et tu vois, il y a des trucs assez intéressants. Par exemple, on a la Fabrique, qui est une des boîtes qu'on fait, qui fait. Ils font ils sont en train de développer là, ils sont en test avec certains clients. Ils font une IA. Parce qu'en fait, comme les mecs loguent tous leurs standards, tous leurs problèmes, etc. dedans, en fait, tu as une IA qui propose des problèmes, des résolutions de problèmes, des nouveaux process, etc. sur base de ce qui a été fait dans ta boîte à toi. Et donc ils disent, tiens, au Maroc, ils ont fait ça, ils ont changé le process comme ça, toi, ce process-là, c'est quand même bizarre, comment est-ce qu'on fait? Et donc ça, c'est, tu vois, c'est un premier type de challenge que moi je vois opérationnel, et c'est pile poil la phase dans laquelle on est là. Tu vois, on a déployé 1080 usines, on pourrait faire x17 sur le revenu, si jamais on faisait tous les sites des logos déjà signés, sans signer un nouveau client. Donc les boîtes, elles restent telles quelles, on fige la photo, il n'y a pas de nouveaux clients qui rentrent, juste pour chaque client signé par chaque boîte, la boîte en question dit on déploie. Fait les racines dans l'intégralité des sites de ces clients-là, et boum, on a fait x17 sur l'ARR. Yes, j'ai un autre sujet là qui est plus sur OSS. On a une grande chance, c'est qu'on a une communauté de tous les founders qui est vachement forte. Pour la petite histoire, tous les founders qui ont lancé des boîtes avec OSS ont des parts dans OSS. Donc si les mecs ils font une unicorn, ils sont tous riches. Et juste pour te dire, en fait, il y a 40% des 1080 usines, donc des sales, qui sont du cross-sales. C'est-à-dire, tu as une des boîtes du portfolio qui arrive à signer avec, je sais pas, Airbus ou Nexteam. Nexteam, c'est des grands partenaires, on les aime beaucoup. Et ils disent, bah voilà, tu déploies, ça marche bien. Et ils disent, bah attends, j'ai plein de potes, t'as pas d'autres problèmes dans ton usine? Bah si, j'ai ça, bah viens, attends, tac, et tu fais ça. Ok. Parce qu'en plus, du coup, tu valides, une fois que tu as une des boîtes qui a rentré en clientèle un groupe, tu as validé un des trucs les plus, enfin qui me semble à moi en tout cas les plus complexes au niveau du go-to-market des boîtes qui font de la tech pour de l'industrie, qui est il faut trouver quelqu'un qui t'accepte et qui soit ouvert, et tu vois, qui soit pas dans cette posture dont tu parlais au tout début de notre discussion de non, ça ne va nulle part. Et donc du coup aujourd'hui on est là. Et tu vois, sur OSS, moi il y a 20 personnes qui bossent, et en tout au revenu il y a 3 personnes, et ces 3 personnes elles lancent 4 boîtes par an sur la partie revenu. Sauf que non seulement elles lancent 4 boîtes par an, mais maintenant il faut gérer une communauté de 1080 usines qui est censée faire x3 cette année. Nous on a un studio, et un studio, tu seras jamais 400 personnes. Tu peux pas scaler les 15. Donc la question, la million-dollar question, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer de la relation at scale avec toutes ces usines sur OSS pour continuer et même accélérer le cross-sales à 3 en lançant 4 boîtes à côté. Ouais, mais on a compris que ça se faisait ça, y a sans forcément trop y réfléchir. Exactement, il y a un process. Ouais, tu vois, et du coup c'est assez intéressant. Tu vois, un des trucs qu'on a fait qui est marrant, c'est bon, de toute façon c'est un podcast de test, c'est un podcast de tech. À mon avis, les gens des usines n'écouteront pas, mais on le dit à personne. On le dit pas parce que on le fait pro bono. On a créé industrie.org. C'est la plus grosse communauté de patrons d'usines de France. C'est le fameux Industrie 4.0. Ouais, c'est le Facebook d'Industrie 4.0, mais que sur invitation. Et donc il y a 600 patrons d'usines qui parlent, qui partagent leurs problèmes, qui machin, etc. Et on a fait ça gratos. On a juste fait ça pour la communauté, pour regarder ce qu'on pouvait faire, etc. Et tu vois, on se demande s'il n'y a pas une façon de faire avec Industrie.org, cette communauté, pour la garder près de nous, les aider en même temps, et donc garder cette relation, etc. Tu vois, on cherche sur comment, parce que là, tu vois, 1080 usines, et je touche du bois, on va être, je sais pas, 2500, 3000 usines d'ici la fin de l'année. L'année d'après, 9000 usines. Ça commence à faire des usines, tu vois. Ouais, ça commence à faire des usines, ça commence à faire des gens, et comment tu scales du relationnel, tu vois, parce qu'on il y a 55 000 usines en France, et il y en a 400 000 en Europe. 55 000 en France, 400 000 en Europe. Ok, ouais, c'est vrai que là on a un gros sujet, mais qui est d'ailleurs très dans l'air du temps en plus. Parce que tu as ce fameux shift un peu, c'est via la communauté que tu trouves ton go-to-market, que tu l'établis, que tu conserves ta position derrière. Ce qui est un peu d'ailleurs la théorie qui sous-tendait la naissance de toutes les DNVB, qui étaient les marques, en fait c'est les communautés. Et du coup,
comment tu gères ça at scale alors qu'on parle pas de Popeye qui est sur son iPhone depuis qu'il est né, hein. On parle d'usine, on parle de col bleu, on parle de patron d'usine, de COO d'usine, qui d'ailleurs ça me permet de revenir dessus parce que c'est un sujet sur lequel j'ai pas profité pour rebondir au début, mais les COO d'usine sont, peut-être que je me bourre de quelqu'un, faut me le dire, mais j'ai le sentiment que c'est pas tout à fait le profil du COO de startup tech que tu... Ouais, exactement. Ils ont des grandes qualités, hein. Généralement, ils web sont extrêmement techniques. Il faut être vraiment meneur d'hommes et de femmes, parce que quand tu as 4000 bonhommes et juste les usines aussi, c'est le lieu de la réalité, quoi. Donc quand tu es à Châtellerault et que ton bassin d'emploi il est ce qu'il est, bah il y a un mec, s'il a un bracelet au pied parce qu'il était en zonzon avant, bah tu le prends quand même, hein. Donc tu vois, faut bosser avec tout le monde. Et en fait, tu as une vraie beauté là-dessus en termes de management, hein. Et je pense que il y a Balance la Startup, il y a plein de trucs, on voit beaucoup de management assez toxique malheureusement dans l'écosystème avec des jeunes managers dont c'est la première expérience sous une pression énorme parce que tu avais VC derrière qui disait elle est où la croissance, donc t'as des effets un peu pervers. Franchement, si tu veux du management, alors il y a du management toxique qui va pas évidemment, mais moi les managers les plus exceptionnels que j'ai vus étaient tous dans l'industrie. C'est dans l'industrie, dans les usines et au contact du réel, de trucs tellement concrets en fait. Ouais, que... et puis surtout, tu passes 20 ans à devoir dealer avec des gens qui n'ont pas le bac, jusqu'à des gens qui sont ingés et qui ont un melon comme ça, toute la journée, pendant 20 ans. Bah, statistiquement, en management, tu deviens bon, tu vois. C'est des maths. Parfois contre ton gré. Oui. Ou alors tu survis pas. Tu vois, c'est un de deux. Non, mais c'est un truc qui est excellent parce que je pense que ça nous sort de notre bulle un petit peu et c'est pour ça que je voulais absolument venir discuter avec toi parce que il y a cette touche de réel tu vois qui arrive, qui fait du bien je pense à tout le monde et comme ce qu'on se disait au début, le lean de chez Toyota, le fait que we are all standing on their shoulders, tu vois, il faut savoir reconnaître le truc, le fait que, in fine, dans la tech, dans les startups, on est un tout petit bout d'un tout petit truc qui a une économie réelle, enfin, je l'appelle l'économie réelle, je vais pas me faire que des copains, mais qui existent, qui étaient là avant qu'on débarque avec nos termes un peu tirés par les cheveux, et qui sont des gens qui font des ops. Depuis toujours, depuis toujours, dont le métier c'est de devenir meilleur mercredi que ce qu'il n'était mardi. Et tu vois, sur ça, je trouve que là encore, pour le coup, l'écosystème US est un tout petit poil en avance sur nous. Tu as Essex Indy, qui est un fonds d'investissement très connu, qui a créé une partie de leur fonds qui s'appelle American Dynamism, qui n'investit que dans des boîtes hardware. Et dans les boîtes hardware enabled par de la tech. Donc, typiquement, figure dont je te parlais, la boîte de robots, c'est eux qui l'ont fait, mais ils ont aussi fait Boom, Supersonic. En gros, ils refont Concorde, un peu dans les calmes. Ils font aussi de la New Food, etc. Mais tu vois, nous en Europe, on a quelques pionniers qui commencent. Tu vois, on a Apivor qui a fait sa première usine, on a Vercor, on a Nucleo en Suisse qui fait des réacteurs modulaires, on a Winesect qui est un peu le grand daddy de nous tous. Donc on a Exotech. Ça commence en Europe. Tu mets American Dynamism sur Google, tu as compris que moi j'aimais beaucoup Google. Pour moi, ça te donne un blueprint de ce que pourrait être une belle hybridation tech-industrie. J'en profite pour passer un coucou à Julien de Xmaker. Lui, il fait ça, mais de l'autre côté. Alors lui, c'est un héros, il prend des PME industrielles, il leur dit venez, on fait de la tech. Et il fait des joint ventures avec les mecs pour complètement changer leur business model en rajoutant de la tech, mais au-dessus d'une culture opérationnelle, PME, industrielle. Ça cartonne. Je pense que d'ailleurs c'est une des... et pour tous les gens qui nous écoutent, qui se disent en gros j'ai pas envie de faire du software, j'ai envie de faire un truc où je peux toucher le produit final ou quoi. Il y a des business titanesques à monter. En gros on essaye de nous raconter une histoire où demain il n'y aura plus que des géants, etc. La réalité c'est que le tissu économique c'est 80% de PME et de TPE et que va y avoir, et ça j'en suis intimement convaincu, des business énormes à monter, juste en allant accompagner le changement de ces modèles-là et sur comment est-ce que on monte le truc de plomberie cool de demain ou le truc de construction de spare parts, enfin qui sont destinés du coup derrière à des industriels plus grands. Ça va être absolument phénoménal. Tu vois, j'étais dans je sais plus quel, il y avait un podcast un peu tech, un peu, tu vois, Startup Nation, et ils me disent, faudrait qu'on invite qui et je leur dis, je réfléchis et je leur donne le nom à l'entrepreneur, ils font, mais c'est qui?
Je dis, bah, c'est un mec, il a une boîte, tu vois, il y a 900 employés et c'est un des leaders de la rénovation thermique en France. Il me dit, mais il a jamais levé de fonds. Je dis, bah non. Full bootstrap, 20 ans, et le truc, ça imprime de l'argent, tu vois, et c'est ultra bien réalisé, ultra bien fait, le mec il est plein de valeur et tout. Mais tu vois, on les met moins sur le devant de la scène, je pense qu'ils cherchent aussi moins la lumière. Mais pour moi, c'est hyper inspirant quand tu vois ça. J'en ai un autre, alors lui c'est, t'as une Freebox ou une Orange Box, un machin. Ok. Tu sais que ça fait 10 ans que toutes ces box, elles sont en moyenne recyclées 4 à 5 fois. T'es pas sérieux. Tu sais par qui? Par un mec qui a une usine avec 2000 bonhommes en Bretagne. T'as Orange, Freebox et tout, il leur envoie tous les box. Les mecs les réparent, ils les renvoient. Et puis il fait la réparation aussi. Full bootstrap. Le mec fait plus de CA que back market. Et tu le vois, il arrive en Volvo à l'usine. Exceptionnel. Exceptionnel. Et tu vois, que j'avais pas la moindre idée de l'existence de moi non plus jusqu'à il y a 3 mois. Ah, c'est fascinant. Et alors je peux te dire qu'en Ops. Cool. Bah, puis tu dois avoir. Parce que pour monter, pour bootstrap une boîte qui t'as de la reverse logistique, t'as de la logistique. Parce que tu récupères, tu renvoies, t'as du reconditionnement, t'as de la réparation. Enfin. Tu sais ce qu'il fait là? Dis-moi. Il nous reste électroménager, machin, tout ça. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Mais attends, mais... Sur fond propre, parce que tu vois pourquoi s'embêter. Bah non, mais... Faire des boards, discuter avec des faire financiers... des Excel, tout cela est sordide. On va s'autofinancer. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est des histoires qui sont extraordinaires. Bien sûr, c'est des entrepreneurs et des entrepreneuses qui me fascinent, quoi. Et puis c'est des gens avec qui, en plus, si t'arrives à bosser à un moment, à bosser intelligemment, déjà t'apprends beaucoup. Et en plus, tu peux faire des trucs absolument géniaux. Ouais, et puis en termes de vie, en plus, moi ce que j'observe sur ces entrepreneurs-là, c'est que t'as pas mal de gens à la Startup Nation qui disent « Je vais bosser comme un âne, je vais me buter, rentrer chez moi à 4h du mat tous les jours, je vais lever des fonds, je vais peut-être y arriver, machin, et à la fin je fais une exit, et à la fin je vais à Lannion, j'aurai une petite truc et je fais du surf. » Lui, il fait une boîte, Day One, il va à Lannion, il fait du surf. Et en plus... Il est pas loin de Lannion. Et en plus, il fait sa boîte, il l'a fait croire. Il l'a fait comme ça et t'as une sacrée success story. Hein. Ouais, et t'en as partout. T'en as partout des choses comme ça. La réalité, c'est que c'est encore un Ops. Les gars, on a le vent en poupe. C'est notre décennie. C'est exactement ça. The time has come. The time has come. Finalement. Est-ce que, parce qu'on arrive vers la fin de notre échange, si la petite question bonus, la surprise du chef, c'est comment est-ce que tu identifies une personne qui a un peu la fibre pour faire ce qu'on fait, qui a un peu la fibre Ops, je suis dans l'ombre, je fais de l'opti et je fais en sorte que 1 + 1 + 1 est supérieur ou égal à 3. Ce qui est une façon dont j'aime bien aussi expliquer ce qu'on fait. Je vais alors j'espère que les gens vont pas me niquer ma interview technique, parce que c'est une de mes questions préférées en interview. Et ma question c'est, est-ce qu'il y a un truc que tu as fait, t'es dans le top 0,5% du monde? Et en fait j'adore cette question, et j'attends. Et déjà si les gens disent non, et si les gens disent oui, t'apprends sur eux. Ouais. Je viens de recruter un product manager qui fait beaucoup d'ops chez nous. Je pose cette question. Tu sais ce qu'il me répond? Si, Il me répond, bah, tu sais, moi je suis béninois. Et du coup, comme j'étais pas mal bon à l'école, j'ai eu Sciences Po. Et Sciences Po, ça coûte de la maille. Moi j'avais pas de maille. Du coup, j'ai fait une usine d'huile de palme. Je fais quoi? J'ai fait une usine d'huile de palme. On presse de palme comme ça fait de l'huile, on la vend. Et du coup, j'ai commencé ça. J'avais 9 mois pour que ça devienne. Et du coup, c'est comme ça que je me suis payé ma chambre d'étudiant et mes bières en happy hour. Je lui ai dit, bah, toi tu as bossé avec nous. Attends, on va s'organiser. On va s'organiser. Ah, c'est extra. Et en fait, il y en a des comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a un petit côté. Alors, c'est pas. Bien sûr, tu peux apprendre des trucs, mais vraiment le faire comme un job, etc. T'as un côté, t'as ça en toi d'être un peu, tu sais, le nerd qui aime bien les systèmes, qui aime bien optimiser les systèmes, qui aime bien avoir ce truc, machin, qui roule un peu, qui machin. Enfin, tu vois, pour moi, les ops, t'as un peu ce côté-là. Alors, tu peux être dans un système, y participer et être heureux sans avoir cette appétence de base. Mais vraiment, t'as ce côté, tu vois, tu jouais à SimCity quand t'étais petit, ici, t'as monté une usine au Bénin, tu vois, ce genre de petites détails qui te dit que...
Ah, c'est trop cool. Renan, merci 1000 fois. Merci à toi. C'était J'espère que ça hyper pourra cool aider, de hein. t'avoir. Écoute, il y a tellement de matière et c'était bien dense, donc ça va être hyper cool. On va te libérer. Ça marche. Si jamais vous avez un petit peu l'esprit aventurier, si vous aimez bien avoir les mains dans le cambouis jusqu'aux épaules et que vous êtes plutôt bien câblé, OSS Venture, super team, super studio. Ils lancent des boîtes canons qui sont dans le vrai monde. Et du coup, faut pas hésiter, faut venir toquer à la porte. On donnera pas leur adresse. Vous trouverez toutes les infos soit sur Welcome to the Jungle, soit sur le site. Ça marche. Et on merci vous pour ça. recommande fortement, fortement de venir les rencontrer. Merci beaucoup.